Aujourd'hui, on va se plonger dans le parcours d'une figure absolument fascinante et tragique de l'histoire du XXe siècle, Patrice Lumumba. La question qui va nous servir de fil rouge est assez incroyable. Comment un homme, en à peine 7 mois de pouvoir, a-t-il pu marquer l'histoire à ce point, au point de devenir une icône mondiale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour comprendre l'icône, il faut d'abord s'intéresser à l'homme. Et tout commence bien sûr par ses jeunes années, celles qui vont forger son caractère et finalement le destin de tout un pays. On est le 2 juillet 1925. Patrice Emery Lumumba voit le jour à Onaloa. Ce n'est pas un détail, mais le lieu et l'époque sont fondamentaux. Il naît au Congo belge. Il grandit donc dans un système colonial, et ça va imprégner toute son existence. Et déjà, on voit se dessiner les traits du futur leader. Il vient d'un milieu modeste, mais c'est un élève brillant, un esprit vif, curieux, qui se passionne très vite pour la lecture, pour l'écriture. Et ces mots, il va s'en servir. Très tôt, il les utilise comme une arme, pour dénoncer, au début de manière assez subtile, les injustices du système qui l'entoure. Bon, passons maintenant à l'étape suivante. Comment cette conscience politique va-t-elle se transformer en véritable action? C'est là que les choses vont s'accélérer d'une manière assez spectaculaire. Regardez un peu cette chronologie, c'est fou. En moins de 10 ans, Lumumba passe d'un engagement dans de petites associations à la création d'un parti national majeur, pour finir Premier ministre du Congo indépendant. Une ascension tout simplement fulgurante. Et qu'est-ce qui explique ce succès? C'est son parti, le MNC, et surtout son message. Un message qui est à la fois simple et incroyablement puissant pour l'époque. Il ne s'adresse pas à une ethnie en particulier, non. Il parle à toute la nation congolaise. Son idée force, l'unité nationale d'abord, avant les divisions tribales. Et puis l'indépendance, tout de suite, et la justice sociale. Ça, évidemment, ça résonne partout dans le pays. On arrive maintenant au sommet de sa carrière, le jour qui va le faire entrer dans l'histoire, mais qui va aussi d'une certaine manière sceller son destin tragique. 30 juin 1960, c'est une date historique. Après des décennies de colonisation, le Congo devient enfin un pays indépendant. Et Lumumba est là, au sommet du pouvoir, il est le Premier ministre. Et ce jour-là, devant le roi des Belges, il ne va pas faire un discours convenu, poli, pas du tout. Il va prononcer un véritable réquisitoire contre la colonisation. Il parle de l'esclavage humiliant, des blessures trop fraîches. Il brise tous les codes et il dit tout haut ce que des millions de personnes pensent tout bas depuis si longtemps. L'effet de ce discours est immédiat. C'est une déflagration. D'un côté, l'Occident, et en particulier la Belgique, est sous le choc. C'est perçu comme un affront. De l'autre côté, pour le peuple congolais et pour toute l'Afrique qui se bat pour son émancipation, ce discours est une source d'inspiration phénoménale. En quelques minutes, Lumumba devient un héros panafricain. Mais cette euphorie, cette joie de l'indépendance va être de très, très courte durée. Le rêve va bientôt se transformer en un véritable cauchemar. Et voilà, cette phrase résume parfaitement la suite. L'euphorie ne va durer que quelques jours. Parce qu'en coulisses, des forces, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, n'ont pas du tout apprécié ce discours et cette indépendance fièrement revendiquée. Et elles vont tout faire pour plonger le jeune pays dans le chaos. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On peut simplifier en disant qu'il y a 3 grands facteurs. D'abord, l'armée se mutine. Ensuite, la province la plus riche du pays, le Katanga, fait sécession, aidée par des intérêts étrangers, notamment belges. Et enfin, le contexte global. On est en pleine guerre froide, les grandes puissances, en particulier les États-Unis et la Belgique, s'en mêlent. Et c'est là qu'on atteint le point de non-retour. Lumumba se sent isolé, trahi. Il prend alors une décision qui, aux yeux des Occidentaux, est impardonnable. Il demande de l'aide à l'Union soviétique. Pour Washington, c'est la preuve qu'il est un pion des communistes. À partir de ce moment, son sort est scellé. La suite, c'est une véritable descente aux enfers. En septembre 1960, il est destitué puis arrêté par un certain colonel Mobutu qui est soutenu par l'Occident. Et en janvier 1961, le piège se referme complètement, il est transféré et livré à ses pires ennemis, les sécessionnistes du Katanga. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné avec 2 de ses ministres. Il avait 35 ans. Seulement. 35 ans. C'est un âge où une carrière politique ne fait souvent que commencer. La sienne, elle, vient d'être stoppée net, et avec elle, les espoirs de millions de personnes. Mais si l'homme est mort ce jour-là, c'est aussi ce jour-là que le symbole est vraiment né. C'est sa fin tragique qui va paradoxalement construire sa légende. Son héritage, aujourd'hui, est immense. Lumumba, ce n'est plus juste un Premier ministre congolais, c'est un symbole universel de la lutte pour la liberté. Il incarne le refus de se soumettre, la volonté de souveraineté pour l'Afrique et surtout cet idéal d'unité nationale plus forte que les divisions. Et c'est vraiment le point essentiel à retenir. C'est la brutalité de sa mort, orchestrée avec des complicités internationales, qui a provoqué une onde de choc mondial et qui l'a transformé en martyr.
En le tuant, ses assassins ont rendu ses idées immortelles. Et c'est la question que son histoire nous pose encore, plus de 60 ans plus tard. Qu'est-ce que le destin de Patrice Lumumba nous apprend sur la lutte pour une indépendance qui soit réelle, souveraine et pas seulement symbolique? Une question qui, on le voit bien, est encore terriblement d'actualité.